Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est dans toutes les bouches actuellement, c'est l'inflation, la peur de l'inflation et donc des moyens de s'en protéger également et donc d'investir dans ce milieu inflationniste. Donc déjà, la première chose à dire, c'est que on ne sait pas de quoi demain est fait. On sait très bien que cette réouverture, ce soulagement économique va très certainement nous faire rebondir avec le PIB et la croissance aux alentours de 5 voire 6%, que ce soit aux US, en Europe un petit peu moins, mais on devrait quand même avoir un bon petit bout de croissance aussi. Et cela va certainement venir aussi avec de l'inflation. De l'inflation, pourquoi? Parce que contrairement à la dernière crise des subprimes, le stimulus est 4 fois plus important, mais surtout ce qui change, c'est qu'il est arrivé dans la main du consommateur. Et la grosse question, évidemment, c'est de savoir est-ce que le consommateur va consommer. Au-delà de penser que, d'un point de vue soulagement, réouverture économique, il va certainement consommer un petit peu plus, mais de manière ciblée, de manière sur les choses qu'il n'a pas pu consommer jusqu'à maintenant. Sur le reste, globalement, il ne devrait pas consommer plus, et puis on devrait continuer d'avoir ces changements et finalement ce que le Covid a permis, c'est-à-dire d'accélérer des changements de société qui étaient déjà là. On devrait continuer de les avoir, mais la grosse question, c'est de savoir, post cette période de soulagement, quel sera justement le niveau de consommation et est-ce qu'on continuera de consommer? De toute manière, on n'a pas trop le choix, c'est-à-dire qu'avec les niveaux d'endettement dans lesquels on est dorénavant, on a besoin d'avoir un retour de l'inflation, pas trop important, mais un retour de l'inflation quand même parce que ça va permettre de résorber la dette et également d'avoir de la croissance, d'avoir de la consommation, puisque on va alléger également le poids de cette dette en ayant la capacité qu'elle représente moins par rapport également à la croissance du PIB. On en vient au point de comment on se protège dans tout cela, et pour moi le premier point c'est justement finalement de prendre de l'emprunt, qui plus est dans un pays comme la France, où on a la chance d'avoir des taux fixes, c'est pas le cas partout dans le monde. Il faut justement en profiter pour prendre du crédit, parce que dans le pire des cas, il y aura toujours une inflation à 1-2%, et aujourd'hui, le taux que vous avez va être au-delà aux alentours de 1-1,5% sur 10 ans, sur 15 ans. Et donc ce que vous devez comprendre, c'est que le pari à faire, c'est que si en effet demain on a de l'inflation, je ne crois pas à l'hyperinflation, mais si on a de l'inflation qui commence à monter à 3-4%, même de manière temporaire pendant 1 année, 2 années, 3 années, eh ben ça va vous rogner justement ce crédit. Donc c'était le but d'une précédente vidéo que j'avais faite sur le pari de la décennie notamment. Et ce pari, il est d'autant plus à faire dans des pays, je dirais, des pays émergents qui connaissent et vont continuer de connaître certainement encore une inflation. Bien entendu, c'est pas à la portée de tous, mais clairement aujourd'hui, si on regarde le Venezuela, si on regarde des pays d'Amérique latine comme ça, qui connaissent une hyperinflation, je pense que si je vivais là-bas, j'aurais pris également des crédits pour acheter pas n'importe quoi, acheter de l'actif tangible. Donc il faut aller acheter, alors pour certains cet actif tangible c'est de l'immobilier, que ce soit de l'immobilier résidentiel, que ce soit des terrains, que ce soit des terrains qui sont constructibles, qui plus tard également dans l'émancipation de la démographie, dans l'émancipation des villes deviendront intéressants et auront une certaine valeur justement dans l'agrandissement des différentes villes. Mais l'idée globalement justement c'est de profiter de cela et donc c'est le premier point, je dirais, comment se protéger finalement, c'est en profitant et en prenant du crédit. Mais encore une fois, attention, c'est du taux fixe qu'il faut prendre, pas du taux variable. Vous avez énormément de personnes qui ont fait différentes fortunes justement grâce à cela, puisque l'inflation donc rogne, vous avez le même montant à rembourser demain, mais dans le futur il a une valeur moindre qu'aujourd'hui. Donc c'est comme ça que l'on va gagner, parce que le but c'est pas d'acheter quelque chose justement avec cet emprunt qui va gagner nécessairement de la valeur, non, c'est d'acheter quelque chose qui au moins va se maintenir au même niveau de valeur. Et c'est l'inflation qui va vous créer éventuellement le levier. Le deuxième point auquel on pense tout de suite, c'est l'or.
Et l'or, vous allez me dire, à court terme, ça ne crée pas une protection contre l'inflation. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'en fait, l'inflation actuellement, elle est anticipée. Et donc, tout le débat que l'on a sur les taux et la hausse que l'on a sur les taux, c'est une hausse qui est anticipée par rapport à ce que l'on croit que sera l'inflation. Mais pour l'instant, on n'en a aucune idée, et donc c'est pour ça qu'on risque d'être pas mal baladé ces prochains mois vis-à-vis des statistiques pour savoir si oui ou non on a de l'inflation, et surtout, quelle proportion d'inflation on va avoir. En fonction de ça, les taux gesticuleront plutôt pas mal. Et la grosse question, évidemment, après, c'est les réallocations entre les actions et les obligations. Vous savez, on avait parlé du TINA, there is no alternative, c'est-à-dire que tout le monde était sur les actions puisque les obligations ne rémunéraient absolument pas. Et là, l'idée, évidemment, c'est avec des taux qui vont remonter à 1,5-2%, c'est de dire, mes taux à 10 ans américains continuent de rémunérer. Donc, il y a potentiellement une nouvelle alternative. Moi, je n'y crois pas trop à cette alternative à ce stade-là. Premièrement, si on croit que les taux vont continuer de monter, qu'on va avoir cette inflation en effet, et donc on continue de monter les taux, les prix des obligations vont continuer de descendre. Pourquoi? Parce que les nouvelles obligations sortent avec des taux d'intérêt plus intéressants que les anciennes. Donc, vous vendez les anciennes, donc leur prix baisse pour acheter les nouvelles. Donc ça, également, pour moi, c'est l'idée de se dire que actuellement, c'est certainement encore trop tôt, puisque la plupart des intervenants pensent que les taux peuvent encore continuer de monter, donc le prix des obligations peuvent baisser, donc on est en phase d'attente. Le deuxième point, c'est que je pars du principe que à 2%, il y en a certains qui vont se poser des questions, oui, mais c'est surtout de la réallocation et d'une manière réglementaire. Pour moi, on n'a pas encore un gros shift qui peut se mettre en place. Pourquoi? Parce que très souvent, on va vous parler du niveau de dividende du S&P ou des différents indices, et on va vous comparer et vous dire, bah, ce niveau de dividende-là, il commence à être au même niveau que le niveau obligataire, donc ça veut dire qu'il y a une alternative. Sauf qu'on oublie de mentionner qu'on a une illusion au niveau des indices, des grands indices boursiers, c'est que le S&P d'aujourd'hui n'est pas le S&P d'il y a 10 ans, n'est pas le S&P de la bulle de 99, n'est pas le S&P de 1950. Les valeurs en son sein et les pondérations également ne sont pas équivalentes. Et notamment, ces dernières années, le trend, ça a été un trend de croissance, et donc tous les gérants se sont monopolisés et ont surpondéré leur portefeuille sur des valeurs de croissance en délaissant les valeurs value. Et ce que l'on a actuellement, donc là, c'est une repondération. On n'abandonne pas complètement les valeurs de croissance. Je dirais que l'avantage de la remontée de ces taux, c'est que ça nous permet un petit peu de nettoyer le marché, et c'est sain. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des valeurs de croissance, tout n'est pas à jeter. Quand vous regardez les résultats des GAFAM, évidemment, on ne peut pas comparer ça à la bulle de 1999, ça gagne de l'argent. Par contre, tout ce qui était valeur de licorne, etc., et de projets faramineux qui cotaient déjà des milliards et des milliards sans pour autant délivrer, et sans avoir la certitude qu'ils vont délivrer un jour, etc. Là, par contre, on voit qu'on a une repondération du capital. Et pour moi, c'est intéressant, en effet, qu'on sorte un petit peu de ces sociétés zombies et que le capital vienne s'investir dans les sociétés qui ont des actifs tangibles, qui ont de la rentabilité, qui peuvent offrir une protection vis-à-vis de l'inflation, mais surtout qui peuvent créer de la valeur pour la société et donc pour la consommation et la croissance future, plutôt que des sociétés zombies qui n'ont pas de retour sur investissement et qui potentiellement sont en train de bouffer complètement les capitaux. Et donc ça, c'est toujours la problématique quand vous êtes dans un monde de taux bas où l'argent coule à flot. Eh ben, vous pouvez vous permettre d'investir même sur des projets qui ont une très faible rentabilité. La problématique, c'est que donc ce capital-là qui s'investit dans des projets de très faible rentabilité ne va pas s'investir dans d'autres projets qui pourraient avoir une rentabilité supplémentaire et créer des emplois et créer des choses intéressantes pour la société et un cercle vertueux. Et donc ça, pour moi, je dirais que c'est l'avantage et c'est la cohérence également de la Fed de ne pas réagir actuellement et de patienter, parce qu'ils sont cohérents pour moi, ils sont complètement cohérents dans tout ce qu'ils ont dit déjà depuis l'année dernière, et donc ils sont en attente. Et donc du coup, surtout, ça permet, on va dire, de nettoyer un petit peu le marché. Et ça, pour moi, c'est une bonne chose. Ce qui est important pour les banques centrales, c'est de maintenir la confiance. Et pour maintenir la confiance, il faut maintenir la liquidité du marché. Et donc, ce qui est important finalement, au-delà de l'inflation, au-delà des taux d'intérêt, c'est de maintenir en fait quelque chose
qui est stable ou qui va se mouvoir d'une manière assez lente pour que les différentes imbrications puissent justement se mettre en place au fur et à mesure. Ce que l'on déteste, ce que l'on ne veut pas justement et qui pourrait créer des incertitudes, c'est que toutes ces choses-là soient volatiles et se fassent trop vite. Et c'est ce qui crée un petit peu la panique sur les marchés. C'est ce qui crée justement ces réallocations en mode panique. Et ça, on ne veut pas. Et donc c'est là où les banques centrales interviendront. Si on veut se confirmer que les banques centrales ont encore une marge de manœuvre et éviter de se mettre des œillères, comme beaucoup de personnes s'étaient mis des œillères ces dernières années en disant que les banques centrales n'avaient plus de marge de manœuvre, on peut regarder tout simplement la Banque centrale du Japon. La Banque centrale du Japon rachète des obligations courtes, donc contrôle les taux d'intérêt courts. Ils se sont mis à un moment donné, évidemment, à racheter des obligations longues, et ils ont également racheté des ETF actions. Sans pouvoir dire qu'on va arriver à ce même niveau-là sur les banques centrales européennes et américaines, ce sont des marges de manœuvre et on tendra vers cela à un moment donné s'il y a un risque pour la confiance du marché. Je vous rappelle, ce risque de liquidité. Et je vous rappelle que ce risque-là, c'est vraiment ce qui est important. Si on veut éviter de se tirer une balle dans le pied et que tous les milliards qu'on a dépensés en stimulus partent en fumée pour rien, eh bien, ce que l'on va éviter, évidemment, c'est que là où est l'argent des Américains, notamment, essentiellement, c'est dans les fonds de pension. Les fonds de pension sont investis en actions. Donc, ce qu'on veut éviter aussi, même si c'est pas, évidemment, la mission première des banques centrales, c'est d'avoir un marché boursier qui se casse complètement la figure. On veut éviter les excès. On veut permettre une réallocation des actifs, justement, dans quelque chose, des sociétés plus rentables, etc., qui permettent de créer de la valeur et donc retour au plein emploi, qui est la première mission des banques centrales. Mais globalement, ce que l'on va chercher, donc, c'est éviter non plus que les choses bougent trop rapidement et faire peur au marché. Et donc maintenir ce niveau de confiance. Et donc, si on doit en arriver là, il faut se dire que les banques centrales n'ont pas de limite sur leur bilan. Elles ont encore des cartouches. Et potentiellement, s'il le faut, elles iront directement impliquer les taux longs et également donc les ETF actions. Donc, je veux dire, quand on a mis le doigt dans l'administration de l'économie, on ne le retire pas aussi facilement que ça. Donc c'est ça pour moi l'élément. Le deuxième élément, c'est que la plupart des gens vont se dire inflation, du coup il faut que j'achète de l'or, etc. Or, l'or ne bouge pas réellement actuellement. Pourquoi? C'est assez simple, parce qu'on est sur des anticipations d'inflation. Ces anticipations d'inflation ont fait monter les taux d'intérêt longs, mais du coup on n'a pas l'inflation. Donc tous les actifs qui ne vous donnent pas un rendement sont devenus inintéressants. Quand vous avez un différentiel entre l'Europe et les US notamment, où les taux longs en Europe sont à 0 ou encore légèrement négatifs, enfin ils jouent un petit peu aux alentours de la barre des zéros, et vos taux longs aux US vous rémunèrent 1,5, 1,6 et potentiellement 2 demain, et ce différentiel-là fait que vous préférez avoir des dollars plutôt que des euros. Et cela, même si en effet, vous avez les banques centrales, la Fed notamment, qui injectent énormément de dollars et qui donc devraient dévaluer le dollar. C'est-à-dire, on resterait dans un scénario baissier sur le dollar, mais à court terme, ce que vous avez, c'est que vous avez un différentiel de taux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez toutes ces choses-là qui sont en train de s'imbriquer pour donner votre hypothèse et votre scénario de long terme, mais à court terme, vous avez d'autres éléments qui s'imbriquent et qui font que le dollar s'est renforcé, et comme toutes vos matières premières sont en dollars, vous avez eu un impact négatif sur les matières premières, alors que le scénario long terme également, c'est de penser augmentation des matières premières, augmentation de l'inflation, augmentation des métaux précieux. Mais à court terme, donc, vous avez ce différentiel de taux, et donc de taux réel, qui va vous impacter négativement. Mais à partir du moment où vous allez avoir des statistiques qui vont commencer à confirmer que l'inflation est là, c'est à ce moment-là qu'on devrait avoir le retour, en effet, de ces différentes protections. En autre protection, vous allez avoir les obligations d'État indexées sur l'inflation. J'ai deux problèmes avec cela. D'une part, c'est des obligations d'État, donc je ne pense pas que à court, moyen terme, ce soit intéressant. D'une part, parce que les taux devraient continuer de remonter, donc les obligations devraient continuer de baisser dans l'idée. Même au-delà de cela, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le panier d'indexation d'inflation est décidé par le gouvernement.
les gouvernements, évidemment, un jour ou l'autre, se feront plaisir pour éviter d'avoir une charge de la dette trop importante, puisque dites-vous bien qu'évidemment, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont vouloir prendre ces obligations indexées sur l'inflation, mais un gouvernement n'est jamais très loin de changer la manière dont il calcule l'inflation. On enlève le pétrole, on enlève la consommation de base, on peut enlever tout un tas de choses pour faire en sorte qu'on a une inflation réelle qui est bien plus importante que l'inflation rapportée. Et donc, vos obligations indexées sur l'inflation, au mieux, ne vous feront pas perdre d'argent par rapport à l'inflation, mais ne vous en feront pas gagner. Donc pour moi, et globalement, si des gouvernements, et ça c'est déjà vu historiquement, changent évidemment la manière dont ils calculent l'inflation, autant vous dire que vous faites avoir. Donc pour moi, la manière la plus intéressante, c'est d'aller chercher donc, des matières premières, d'aller chercher des sociétés avec des actifs, d'aller chercher des sociétés avec des actifs tangibles qui peuvent profiter éventuellement voilà, de cette protection-là vis-à-vis de leurs usines, de leurs terrains, de leurs bâtiments, du résidentiel, du commercial, du logistique, etc. Et au-delà de cela, aller chercher les sociétés, donc comme on en a déjà parlé depuis plusieurs mois, des sociétés qui ont la capacité de pouvoir intégrer la hausse des matières premières dans leur prix final, sans bouffer leur marge et sans bouffer également donc leur chiffre d'affaires. Donc c'est ce qu'on va rechercher et c'est ça cette réallocation qui se met en place. Donc pour moi, à aujourd'hui, je ne vois pas dans les niveaux de dividendes, parce que quand je regarde les niveaux de dividendes, ce qu'il faut regarder, c'est pas se noyer dans la moyenne aujourd'hui du S&P avec beaucoup de sociétés, comme je vous l'ai dit, qui ne rémunèrent pas de dividendes. Il y a eu le Covid, donc on a sécurisé l'argent à ce stade-là, donc, et donc pour l'instant on ne distribue pas. Il ne faut pas oublier les rachats d'actions également. Donc pour moi, regarder le montant des dividendes qui est distribué actuellement, c'est une vue erronée pour deux choses. Premièrement, à l'intérieur du S&P, beaucoup de choses ont changé et on se retrouve avec beaucoup de valeurs technologiques qui historiquement ne payent pas de dividendes ou très peu de dividendes parce qu'ils utilisent leur argent, leurs bénéfices pour réinjecter et continuer de croître. Et deuxième point, on est en train de sortir du Covid, donc pour l'instant, en termes de dividendes, on a quelques politiques de dividendes, on voit, on est en train de les rehausser, mais pour la majorité d'entre elles, on continue de garder une base de cash. Et donc, c'est l'année prochaine, dans les mois à venir, qu'on va avoir des augmentations de dividendes à gogo et des rachats d'actions. Il faut intégrer les rachats d'actions également à cela. Et donc, pour moi, même si les taux remontent à 1,5-2%, vous voyez qu'il n'y a pas encore cette alternative qui s'ouvre pour l'obligataire à ce stade-là. Surtout si on regarde les sociétés avec des actifs tangibles et qui donc peuvent profiter premièrement du soulagement économique et de la réouverture, deuxièmement du fait qu'ils ont des actifs tangibles et qui donc ils peuvent être protecteurs en termes d'inflation, et troisièmement, ils distribuent des dividendes et ils ont les moyens de le faire puisque la plupart de ces sociétés-là, alors il faut éviter celles qui sont trop endettées et celles qui n'ont pas profité pendant le Covid de se refinancer à taux bas, c'est-à-dire d'avoir fait tourner la dette. D'ailleurs, c'est toujours la même question, hein. La dette, on la rembourse jamais, on la lisse, on la fait tourner, c'est-à-dire que on va racheter de la vieille dette qui avait des taux d'intérêt élevés avec de la nouvelle dette qui a des taux plus bas et on profite de la crise pour le faire. Donc les sociétés qui n'en ont pas profité et qui sont encore endettées aujourd'hui, ça on va éviter. Mais sinon, toutes ces sociétés qui ont pu se refinancer, qui ont des actifs, qui vous payent des dividendes, aujourd'hui 5, 6, 7, 8, 9%, on va même au-delà de 10%. Et on est sur des choses qui deviennent plus stables avec la réouverture économique. Hein. Et donc là, vous comparez, 1,5-2%, même si on a les taux longs qui remontent à 2-2,5%, en effet, et qui continuent de rendre le dollar intéressant par rapport à détenir d'autres monnaies. Si, pour moi, on a un différentiel entre les US et l'Europe, clairement, et on va conserver ce différentiel-là. Donc là, à partir de ce moment-là, clairement, pour moi, il n'y a pas de question encore, il n'y a toujours pas d'alternative. L'alternative, elle est à l'intérieur des actions, dans la rotation de secteur. Elle n'est pas dans la rotation, je retire des flux de mes actions vers de l'obligataire. En tout cas, pas aujourd'hui, ou j'y crois pas. Après, c'est mon opinion personnelle. Donc pour moi, le plus important également, c'est de voir qu'on est à des niveaux d'endettement qui étaient les niveaux qu'on avait connus après la Seconde Guerre mondiale. Je pense que de toute façon, on sort de l'équivalent d'une guerre, c'est-à-dire que l'économie s'est arrêtée. On a une économie également qui a changé pour s'adapter et faire des gels,
faire des armes pour combattre le virus. Et puis maintenant, on a une réouverture économique, on a du stimulus, et donc on va avoir cet effet soulagement. Et l'idée, c'est de se dire, tout le monde a peur, en effet, quand on rentre dans une hyperinflation, etc., à cause du stimulus. Mais ce qu'il faut regarder par rapport à la Seconde Guerre mondiale, alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont pas comparables, notamment la démographie. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'au niveau de la démographie en Occident, c'est qu'on a des économies qui sont très technologiques, donc c'est déflationniste par nature. C'est-à-dire que le progrès technique vous permet de produire plus avec moins. Donc, par nature, c'est déflationniste. La démographie aussi actuelle que l'on a dans les pays occidentaux, une démographie vieillissante, donc déflationniste également. Donc l'idée, c'est de se dire, par soulagement, en effet, on pourrait avoir cette inflation, mais potentiellement une inflation temporaire. Ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est qu'on avait des éléments différents, bien entendu, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La démographie n'était pas la même, il fallait tout reconstruire, etc. Il n'y avait pas de technologie, mais il y avait du progrès technique. Mais l'idée, c'est que regardez l'inflation que vous avez sur ce chart, elle a baissé drastiquement, très rapidement, et ensuite elle s'est maintenue à des niveaux qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire aux alentours des 2%. Ce qui est le plus intéressant également, c'est que pendant cette période-là, le marché entre 1945 et 1960 a gagné 17%, marché américain, 17% par an en moyenne. Ce qu'il faut bien comprendre du coup, c'est ce que je vous explique, c'est qu'on peut continuer de battre le marché, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on change éventuellement de cycle, et donc ce qu'il faut s'adapter. Et c'était ce que je vous disais justement, c'est que pendant des années, la politique ETF, c'est de rentrer les plus grosses pondérations. Donc pendant des années, on a surpondéré sur les valeurs de croissance, ce qui fait que nos indices sont surpondérés en valeurs de croissance, les ETF sont surpondérés en valeurs de croissance, et le temps que finalement vous ayez la rotation qui s'effectue, et en fait, pendant plusieurs années, avant que les ETF, que les indices, etc. changent un petit peu leur pondération en fonction des capitalisations des uns et des autres, vous avez en fait un mauvais investisseur. Mauvais investisseur, c'est celui qui rentre trop tard dans le cycle et puis qui rentre dans le cycle suivant également trop tard et qui sort trop tard du cycle précédent. Donc c'est le système des pondérations. Dans un indice, vous avez besoin qu'une capitalisation d'une action commence à monter et qu'une autre descende. Donc dans un indice, vous prenez toute la baisse d'une action avant que vous la sortiez pour la remplacer par une action qui et à un niveau de capitalisation supérieur à cette action que vous sortez, mais du coup parce qu'elle a gagné 50 ou 100% déjà. Et donc l'essentiel entre guillemets de sa hausse est déjà intégré. Donc vous sortez une valeur où vous avez pris toute la baisse, vous en rentrez une autre où potentiellement la hausse est derrière vous. Alors évidemment c'est schématique, pas tous les indices fonctionnent par niveau de capitalisation pour entrer et sortir les valeurs, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée également que regarder les indices, c'est une illusion d'optique, donc il faut également regarder à chaque fois à l'intérieur, et notamment à l'intérieur des secteurs. C'est ça qui sera primordial et très important. Donc voilà pour cette vue globale, je dirais, sur l'inflation, en avoir peur, comment s'en protéger, mes avis sur différentes choses. Pour moi, ça nous dit juste qu'il faut être actif. Et donc, il va falloir, je pense, être beaucoup plus sélectif. Et c'est clairement ce que l'on voit depuis quelques mois. C'était ce que je vous avais proposé déjà comme ligne de conduite ces derniers temps. C'est ce qui est en train de se passer dorénavant. Et je pense que ça va continuer et qu'il faut éviter de se faire balader à court terme par les hausses ou les baisses de l'inflation et des taux. Tout le monde va vous expliquer les hausses et les baisses des marchés maintenant juste parce que les taux se sont détendus ou qu'ils se sont retendus. Il faut essayer de prendre du recul et de voir la vision d'ensemble et de voir les pièces s'imbriquer au fur et à mesure. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et éventuellement des éléments que j'ai pu oublier. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine. Salut!